à environ 600 km de l'Ukraine et à environ 625 km au sud-est de Moscou, se trouve Penza, le centre administratif de l'oblast de Penza. La ville est la 36e plus grande de Russie et abrite une usine de fabrication d'équipements radio. Cette usine a fait de Penza une cible, et le 31 juillet, la nouvelle est tombée que l'Ukraine avait frappé. Une fois de plus, l'Ukraine écrase les défenses russes avec un essaim massif de drones qui a dévasté l'installation de Penza. Penza brûle. Et c'est l'enfer qui s'est déchaîné grâce à la dernière frappe en profondeur qui a planté un poignard au cœur de l'empire russe de Poutine. La nouvelle des frappes nous parvient grâce au Kiev indépendant, qui rapporte que le service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine, a envoyé une horde de drones sur Penza. Leur cible était l'usine d'électronique radio de la ville que le média affirme fabriquer du matériel radio de qualité militaire utilisé par les forces du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. Les premières informations proviennent d'une source anonyme du service de sécurité d'Ukraine, qui s'est entretenu avec le Kiev indépendant. Selon la source, au moins 11 explosions ont été enregistrées, indiquant que plusieurs drones ukrainiens ont atteint leur cible. Toutes ces explosions étaient le résultat d'un incendie massif à l'usine Joint Stock Company Radio Zavod, à Penza, une installation sous sanction exploitée par la société d'État Rostec Defense Corporation. Les drones ukrainiens ont atteint leur cible, déclenchant un incendie. Cela donne un aperçu de la situation. Le Kiev indépendant indique que la Russie a signalé des frappes massives ukrainiennes dans plusieurs oblasts durant les premières heures du 31 juillet, confirmant que l'Ukraine a bien envoyé une horde de drones en Russie. Plus important encore, il existe des images de l'usine de radio qui prouvent que l'Ukraine a atteint sa cible. La vidéo de 54 secondes partagée par la chaîne Telegram Astra semble anodine au début. Le ciel est nuageux et de la fumée s'élève dans l'air. À la 8e seconde, on le voit. Un drone ukrainien apparaît brièvement hors des nuages avant de disparaître à nouveau alors qu'il traverse le ciel. La caméra effectue un panoramique pendant que le drone apparaît et disparaît de la vue. La caméra effectue un panoramique révélant la cible du drone, l'usine de fabrication radio de Penza, déjà en feu. Le drone commence sa descente vers l'usine, apparemment sans être gêné par les défenses aériennes russes. Il est difficile de déterminer si ces défenses se sont activées, car la vidéo est muette. Cependant, aucun missile n'intercepte le drone. Aucun éclair de tir nourri n'indique l'activation des défenses aériennes russes. Le drone atterrit ensuite, explosant en une boule de feu sur le sol de l'usine déjà enfumée. Les images montrent qu'au moins 2 drones ukrainiens ont atteint leur cible. La vidéo montre le drone responsable de l'incendie déjà en cours au début des images. La Russie ne peut nier ce qui vient de se produire. L'Ukraine vient de réussir une nouvelle frappe en profondeur sur son territoire. Selon le bref commentaire d'Astra sur la vidéo, des habitants de Penza ont rapporté le succès des drones ukrainiens. Selon des habitants, l'entreprise Radio Zavod a été attaquée. L'analyse d'Astra des images de l'incendie à Penza a confirmé qu'après une attaque de drones, le territoire près de 2 usines locales, dont la société anonyme Radioplante, a pris feu. La source anonyme de Kiev Indépendance fournit plus de détails sur ce que l'Ukraine a frappé. Il déclare que l'usine de Penza produit une multitude de systèmes automatisés de contrôle de combat utilisés dans plusieurs branches de l'armée russe, allant des unités d'artillerie à l'armée de l'air russe. En somme, elle soutient la quasi-totalité des opérations militaires russes, faisant de la fermeture de l'usine une priorité. Selon la source du service de sécurité d'Ukraine, les premiers rapports indiquent que la nouvelle installation de production et les entrepôts de composants de l'usine ont été touchés. L'Ukraine aurait ainsi possiblement neutralisé la capacité de l'usine de Penza à produire ses équipements radio et de communication, et détruit les entrepôts contenant les composants nécessaires à leur fabrication. C'est un double coup qui a choqué Poutine, mais la réaction russe, face à la frappe dévastatrice de l'Ukraine, ne le laisse pas paraître. Le gouverneur de l'oblast de Penza, Oleg Melnychenko, a d'abord donné peu de détails, déclarant simplement qu'un incendie à l'usine était en train d'être maîtrisé. Mais plus tard, Melnychenko a dû admettre un problème, déclarant, selon Euromaidan Press, « Il n'y a pas de victimes, ni de destruction. Un incendie sur le territoire de l'entreprise est en train d'être maîtrisé. La même vieille réponse russe. Déni, déni, déni. » Les déclarations de Melnychenko niant toute destruction sont survenues, alors même que les chaînes Telegram russes regorgeaient de vidéos prouvant qu'il mentait éhontément. Comme celle partagée par Astra, son message est contradictoire. Comment peut-il n'y avoir aucune destruction malgré l'incendie à l'usine de Penza? Cela n'a aucun sens, mais ce n'est pas ce qui importera pour Poutine. Tant que ses responsables nient la réalité, Poutine peut au moins tenter de minimiser les succès de l'Ukraine. Cette fois, la Russie n'a pas prétendu que des débris de drones étaient la cause du problème. Elle agit comme s'il n'y avait qu'un petit incendie, minimisant le problème. Les images d'Astra et de la source service de sécurité d'Ukraine de l'indépendance de Kiev révèlent ce qui s'est vraiment passé.
L'usine de Penza a été durement touchée, au moins 2 fois, par les drones ukrainiens. Mais pourquoi cela a-t-il de l'importance? Nous avons déjà abordé la réponse à cette question, en mentionnant que l'installation de Penza est responsable de la fabrication d'une grande partie de l'équipement radio et électronique utilisé par l'armée russe. Un peu plus d'informations sur ce que fait l'usine provient de son site officiel. Le site fonctionne à peine et est rempli de liens brisés, mais il possède une page à propos, qui indique Joint Stock Company Radio. Zavod joue un rôle très important dans la vie industrielle, économique et sociale de Penza et de la région de Penza. Sa riche expérience de coopération militaire technique internationale a été accumulée au fil des années. Les équipements à usage spécial fabriqués à l'usine sont toujours très demandés et sont utilisés avec succès dans plus de 20 pays à travers le monde. L'usine fonctionne à grande échelle, fabriquant des produits pour plus de 20 pays, ce qui témoigne de son importance. Le site web confirme que l'usine construit des complexes automatisés pour l'artillerie, l'armée, la défense aérienne et d'autres armements. De plus, elle est essentielle dans les efforts de modernisation de l'armée russe. Le centre scientifique et technique de l'usine mène de nombreuses recherches scientifiques et d'ingénierie pour développer et fabriquer des équipements radioélectroniques variés, des systèmes de traitement et de conversion de données, ainsi que des complexes logiciels et matériels selon le site web. Nous ne ferons plus beaucoup de ces recherches, du moins pas avant que l'incendie causé par les drones ukrainiens ne soit maîtrisé et l'usine reconstruite. Il est difficile d'en savoir plus sur les activités de l'usine de Penza, car son site web est totalement inutilisable. Mais ce que nous savons suffit à prouver qu'il s'agissait d'une cible légitime pour l'Ukraine. Le site confirme que l'usine appartient à Rostec, et ce depuis 2013, ce qui signifie qu'elle est profondément enracinée dans le complexe militaro-industriel russe que Poutine a créé en Russie depuis le lancement de son invasion. Cette usine n'est pas banale, c'est un élément essentiel de la machine de guerre de Poutine qu'il ne peut se permettre de perdre. La situation se détériore pour le dirigeant russe, car l'installation de Penza n'était pas la seule cible des drones ukrainiens. Dans la nuit du 31 juillet, l'Ukraine a aussi attaqué Volgograd. C'est selon la chaîne Telegram Astra, qui affirme qu'une attaque de drones nocturnes dans la région aurait visé une gare ferroviaire clé, et l'approvisionnement en gaz. Et tout comme pour l'usine de Penza, Astra apporte des preuves sous forme de séquences vidéo. Une vidéo de 15 secondes montre un incendie important au loin. La vidéo montre également brièvement la façade du motel et café Baranka, qui se trouve sur la rue Severnaya à Volgograd. La Russie ne peut nier cela. Aucune raison n'explique un incendie d'une telle ampleur. La Russie a confirmé que l'Ukraine a envoyé des drones dans la région de Volgograd, même s'il ne s'agit pas d'une frappe ukrainienne. Mais comme c'est si souvent le cas, le gouverneur de Volgograd, Andrei Botarov, a tenté de minimiser la gravité de la frappe ukrainienne. Selon une déclaration officielle de Botarov, les forces de défense aérienne russes ont repoussé une attaque massive de drones visant les infrastructures de transport et d'énergie dans la région de Volgograd durant la nuit. Aucune victime n'est à déplorer. Des feux d'herbes sèches, rapidement maîtrisés par les pompiers, ont été signalés dans le district de Soroviki. Dans le district de Kotelnikovski, l'approvisionnement en gaz de 65 foyers a été perturbé. Des experts travaillent à rétablir la situation. Encore une fois, aucune mention de frappe directe. Mais qu'attendez-vous de la Russie? Malgré l'absence de l'excuse habituelle des débris de drones, elle est sous-entendue par Botorov, qui affirme que les défenses aériennes russes ont abattu tous les drones ukrainiens. Le Kiev indépendant ajoute que le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu 32 drones ukrainiens au-dessus de 6 régions, le 31 juillet. Attaque nocturne, dont 11 au-dessus de Volgograd. Les habitants rapportent au moins 5 explosions dans la ville. Cependant, il n'a pas été confirmé si ces explosions ont été causées par des drones ukrainiens abattus, ou par ces drones atteignant directement leur cible. La Russie est choquée. Bien que la frappe sur Volgograd soit mineure comparée à la perte de l'usine de Penza, les deux attaques nuiront à Poutine. Et voici pourquoi. Ce que nous avons vu dans la nuit du 31 juillet illustre une fois de plus comment cela se déroule. L'Ukraine a intensifié sa campagne de frappe en profondeur contre la Russie depuis le début de 2025 ça. Si la Russie avait été vigilante, elle aurait anticipé ces frappes. Dès que l'ancien président Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des armes ATACMS fabriquées aux États-Unis sur le territoire russe en novembre 2024, les hostilités ont réellement débuté. Une ligne rouge a été franchie, et l'Ukraine s'est engagée à frapper sans relâche les infrastructures militaires vitales à l'intérieur de la Russie. Cependant, l'Ukraine ne pouvait pas se reposer uniquement sur les missiles occidentaux pour ses frappes en profondeur. Elle a donc commencé à produire les siens. Selon l'Atlantic Council en décembre 2024, de nombreux indices suggéraient que l'Ukraine développait un arsenal plus important pour des frappes en profondeur. Il a rapporté la présentation d'un tout nouveau drone missile appelé Peklo, ce qui signifie enfer en ukrainien.
Ce véhicule pouvait atteindre une vitesse de 700 km/h sur une distance maximale de 700 km. Ce drone faisait partie des nombreuses armes à longue portée développées par l'Ukraine fin de l'année dernière, dont une nouvelle variante de son missile Neptune. L'Ukraine prévoit de fabriquer 30 000 drones longue portée en 2025. Les signes annonçaient que l'Ukraine allait frapper plus de cibles en Russie en 2025. Ces avertissements se sont concrétisés. Selon Euromaidan Press, en février, les frappes à longue portée contre des bases militaires, des usines d'armement, des centres pétroliers et d'autres installations russes étaient devenues très fréquentes. Le changement stratégique avait eu lieu. L'Ukraine, ayant frappé la Russie avec ses armes à longue portée à 66 reprises entre octobre 2024 et janvier 2025. Ce type de frappe n'a fait que s'intensifier et se multiplier. La frappe du 31 juillet à Penza et Volgograd étant la plus récente d'une longue liste. L'Ukraine croit aussi en l'efficacité de cette stratégie, mais le sujet est trop vaste pour cette vidéo. Le 27 juin, United 24 Media a publié des commentaires faits par le ministre de la Défense ukrainien, Rustam Umerov. Selon Umerov, l'Ukraine a élaboré un plan l'an dernier pour des opérations systématiques à longue portée, et a commandé des dizaines de milliers de drones longue portée. Cela a permis de mener régulièrement des frappes de haute précision contre des cibles critiques en profondeur derrière les lignes ennemies. La possibilité s'est maintenant devenue réalité. Il y a environ 2 semaines, une décision a été prise pour multiplier le nombre d'opérations. Le ministre de la Défense de l'Ukraine a ajouté que le message était clair. L'Ukraine frappait déjà durement la Russie avec des frappes à longue portée. Elle se prépare désormais à frapper fort. Mais pour quelle raison ? D'aucuns pourrait arguer que l'Ukraine devrait prioritairement se focaliser sur la défense de son territoire, plutôt que sur des frappes profondes en Russie. Cependant, cet argument ignore le fait que les frappes en profondeur de l'Ukraine exploitent plusieurs faiblesses qui en résultent, infligeant de vives douleurs à Poutine. Y compris, et au-delà de la perte d'installations de production clés comme l'usine de Penza, la taille même de la Russie est l'une de ses faiblesses. La Russie est le plus grand pays du monde, s'étendant sur environ 66 millions de kilomètres carrés. Bien que ce soit une source de fierté pour beaucoup en Russie, cela crée aussi un énorme problème qui rend possible les frappes en profondeur de l'Ukraine. Selon un article de Ivan Komenko publié en juin par United 24 Media, la Russie est simplement trop vaste pour être défendue. Les défis logistiques et défensifs abondent pour la Russie, comme l'a souligné l'ancien chef adjoint de l'état-major général ukrainien, Ihor Romanenko. Komenko rapporte que Romanenko affirme que la taille immense de la Russie offre des capacités maximales pour des frappes. En somme, l'Ukraine peut appliquer le principe « plus c'est gros, plus la chute fait mal envers la Russie ». Franchement, il serait insensé pour l'Ukraine de ne pas frapper la Russie avec des attaques comme celle de Penza, car les opportunités sont nombreuses. L'Ukraine a les armes, elle a l'approbation de l'Occident, et elle sait aussi que Poutine n'ira pas plus loin que ce qu'il fait déjà. Donc, l'Ukraine utilise davantage de frappes en profondeur, des frappes parce qu'elle exploite la faiblesse territoriale intrinsèque de la Russie. Parlant de territoire, cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle l'Ukraine utilise cette stratégie. Les frappes ukrainiennes en profondeur réduisent la capacité russe à approvisionner, coordonner ou soutenir ses troupes en Ukraine. Ce qui signifie que ces soldats sont moins capables de s'emparer du territoire ukrainien que Poutine veut qu'ils prennent. Ce n'est pas un hasard si les gains territoriaux de la Russie ont ralenti jusqu'à presque s'arrêter en 2025 justement, au moment où l'Ukraine a misé entièrement sur sa stratégie de frappe en profondeur. Le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, l'a souligné en juin, notant que la campagne terrestre de la Russie est tellement enlisée qu'elle ne s'empare que de territoires limités, tout en perdant un nombre massif d'équipements et de soldats. La Russie avance à des vitesses aussi lentes que 50 mètres par jour dans des régions très disputées comme Kharkiv. Les progrès des forces françaises et britanniques lors de la sanglante bataille de la Somme étaient lents. Le Centre d'études stratégiques et internationales souligne également que la Russie n'avait réussi à capturer que 1% de l'Ukraine entre janvier 2024 et la publication de son article en juin 2025. D'autres chiffres proviennent de Russia Matters, qui publie régulièrement des bilans sur les performances des troupes russes. Le 22 juillet, Poutine a reçu de bonnes nouvelles. En juin, la Russie avait conquis 20% de territoire supplémentaire par rapport au mois précédent. La mauvaise nouvelle est que ce territoire ne représentait que 234 miles carrés d'Ukraine, une superficie minime. Ces conquêtes ont lieu pendant la grande offensive d'été de Poutine. En juillet, malgré la poursuite de l'offensive, les gains territoriaux ont à nouveau ralenti. Début du mois, la Russie n'a capturé que 18 miles carrés, son rythme hebdomadaire le plus bas depuis fin avril.
Les frappes contre l'usine Penzer posent donc des problèmes aux forces de Poutine sur le terrain. Voilà le lien avec la situation actuelle. La frappe contre Penzer prive la Russie de sa capacité à produire de l'artillerie et d'autres armes utilisant les systèmes automatisés de Penza. Cela signifie que moins d'artillerie est envoyée sur les lignes de front. Avec moins d'artillerie. L'inefficacité des forces russes facilite la défense de l'Ukraine contre elles. Davantage d'offensives russes échouent, moins de territoires ukrainiens sont capturés, et chaque frappe en profondeur réussie contre la Russie ne fait qu'aggraver le problème. Les frappes comme celle de Penza révèlent la vulnérabilité de la Russie aux attaques à longue portée, ce qui crée d'importants problèmes pour les forces de Poutine en Ukraine. Cependant, l'Ukraine se concentre sur les frappes en profondeur en 2025 pour une autre raison. Elles donnent une image de faiblesse à Poutine. Le pouvoir de Poutine en Russie repose sur son image de grand protecteur de la nation. Le dirigeant russe se voit comme un homme fort, un archétype politique qui était populaire en Russie. Le pays apprécie les dirigeants forts, aptes à le défendre contre les menaces potentielles. Le problème de Poutine est que l'image qu'il a de lui-même en tant que protecteur de la Russie diffère grandement de la réalité à laquelle il est confronté aujourd'hui. The Conversation a souligné ce point dans un article de août 2024, publié à la suite de la contre-invasion réussie de l'Ukraine dans la région russe de Koursk. Cette contre-attaque a été une humiliation pour Poutine, étant la première occupation de territoire russe par des troupes ennemies depuis la Seconde Guerre mondiale. Et cela s'est produit sous la surveillance de Poutine. Des incidents comme ceux-ci humilient Poutine. Mais, plus inquiétant pour Poutine, il perce à jour l'image de protecteur qu'il a passé la majeure partie de son règne à bâtir. À l'époque, la conversation disait que l'avancée ukrainienne est le défi le plus sérieux au récit de la guerre de Poutine depuis le début de l'invasion. Cela risque aussi de faire paraître le dirigeant russe vulnérable et faible. Ces deux mots comptent, vulnérable et faible. Ce sont les dernières choses que Poutine veut montrer à son peuple, car il sait que son règne en tant que président reposera sur des bases de plus en plus fragiles. Plus il est perçu comme faible, certains diraient même qu'il en est déjà là. L'université Johns Hopkins affirme que Poutine est un homme fort faible, trop puissant pour être évincé du pouvoir, mais trop faible pour gouverner efficacement. Autrement dit, l'effondrement de l'image d'homme fort de Poutine complique sa direction du peuple russe. Ou, plus important encore, leur inspirer confiance en ses compétences de dirigeant. Les frappes en profondeur montrent que Poutine est incapable de protéger la Russie. C'est peut-être l'impact le plus important que les frappes du 31 juillet, à Penza et à Volgograd, auront finalement. Les frappes, surtout celles de Penza, ont endommagé les forces de Poutine en Ukraine. Cependant, ces frappes ukrainiennes de 2025 ramènent la guerre initiée par Poutine directement au peuple russe. Poutine ne pourra pas tromper son peuple indéfiniment. Avec le temps, son emprise sur le pouvoir s'affaiblira, alors que de plus en plus de Russes se retourneront contre lui. Alors que Penza brûle, l'Ukraine se rapproche encore un peu plus de la destitution de Poutine. Pendant que Poutine gère les problèmes à court et long terme causés par la frappe sur Penza, il doit faire face à un autre défi. La nature semble se retourner contre la Russie, avec un puissant séisme frappant l'une des principales bases de sous-marins nucléaires du pays. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission Militaire pour d'autres reportages sur les récentes frappes ukrainiennes en territoire russe. Et comme toujours, merci de nous regarder.